Bonjour, aujourd'hui on va interviewer Anaïs Bernat, qui fait partie de l'association SOS Méditerranée. Bonjour, je m'appelle Maureen Persson, je suis en seconde au lycée Dumont-d'Urville de Toulon et j'aurais une question à vous poser. Pourriez-vous nous expliquer votre rôle à vous dans votre association et nous donner des exemples concrets d'actions que vous-même vous menez? Et en plus des interventions de sauvetage en mer, est-ce que vous menez d'autres types d'actions? Bonjour, merci beaucoup pour cette question. Donc moi, je suis déléguée à la mobilisation citoyenne chez SOS Méditerranée. Donc SOS Méditerranée, on est une association de sauvetage en mer. On secourt donc les personnes en détresse qui fuient la Libye et qui tentent la traversée entre la Libye et l'Italie. Et donc on a 3 missions: sauver, protéger et témoigner. Donc le sauvetage et la protection se font en mer. Et à terre, notre mission, c'est de témoigner. Et donc moi, j'accompagne les bénévoles qui mènent à terre cette mission de témoignage. Elle se fait de plusieurs manières. Les bénévoles vont aller témoigner dans les établissements scolaires, dans les universités également, et vont témoigner lors d'événements comme par exemple des projections débats, des expositions photos, ou encore la tenue de stands lors d'événements culturels ou des festivals de musique. Ils tiennent un stand pour sensibiliser les personnes et pour collecter des fonds aussi, parce qu'on est financé à hauteur de 91% par des fonds privés, donc des particuliers comme vous et nous. Donc sans ces financements, on ne peut pas mener nos opérations en mer. Donc moi, j'accompagne les bénévoles des antennes du sud de la France. Il y a 900 bénévoles en tout en France et 23 antennes. Et moi, j'accompagne les bénévoles du sud dans cette mission de témoignage qu'ils mènent à terre. Bonjour, je m'appelle Mia, je suis en seconde dans le lycée du Mont-d'Urville à Toulon et j'aimerais savoir quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos missions et est-ce que c'est seulement une question de moyens matériels? Alors, les principales difficultés qu'on rencontre dans nos missions, en mer, c'est que les ONG de sauvetage, parce qu'on n'est pas la seule, il en existe d'autres, rencontrent des entraves depuis plusieurs années. Notre action est criminalisée. On rencontre des entraves à cause de l'Italie notamment, parce qu'il faut savoir que quand on fait un sauvetage, on doit débarquer dans un port sûr et on débarque toujours les personnes en Italie. Parce que c'est le centre de la mer en fait est divisée en différentes zones de coordination, de recherche et de sauvetage. Et nous, c'est l'Italie. On dépend de l'Italie et donc on débarque les personnes en Italie. Sauf que elle nous met des entraves depuis plusieurs années, notamment depuis 2023. Elle a pris un décret qui nous impose de débarquer dès qu'on a fait un sauvetage. Avant, par exemple, on faisait un sauvetage et s'il n'y avait que 30 personnes, on restait en zone d'opération pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on fasse d'autres sauvetages et qu'on sauve plus de personnes. Et maintenant, si on a même sauvé que 10 personnes, l'Italie va nous demander de débarquer le plus vite possible. Donc nous, du coup, on est obligé de partir de zones d'intervention, d'opération. Et parfois, il n'y a aucun navire pour pouvoir porter secours à d'autres personnes qui tenteraient la traversée. Et la deuxième contrainte qu'elle nous impose, c'est que désormais, elle nous attribue des ports très éloignés au nord de l'Italie. Donc on va perdre 5 à 6 jours de navigation pour aller débarquer les personnes. Il faut savoir que ces personnes, elles viennent déjà de quitter l'enfer en Libye. Elles viennent de traverser l'enfer en Méditerranée aussi, parce que parfois elles sont à la dérive depuis plusieurs jours. Elles sont dans des états critiques, des états de choc, et elles n'ont qu'une hâte, c'est d'arriver sur la terre ferme. Et donc on leur impose des jours de navigation en plus. Et ça nous coûte aussi énormément d'argent, de carburant, de devoir partir loin, puis de revenir en zone d'intervention. Donc ça, c'est les entraves de la Libye. Et les autres complications, c'est que de l'Italie, pardon. Et les autres complications, c'est la Libye. Donc les gardes-côtes libyens qui font de plus en plus ce qu'on appelle des pushbacks, des interceptions, des personnes qui tentent la traversée. S'ils arrivent avant nous, ils vont les intercepter et les ramener en Libye. Et ils nous menacent aussi parfois à tirer des coups de fusil autour de nous, tourner autour du bateau pour nous intimider et pour qu'on puisse quitter la zone d'opération de sauvetage. Merci beaucoup. Alors j'aurais une autre question. En quelques mots, pourquoi est-ce que votre association est-elle présente ici aujourd'hui et qu'attendez-vous de cette conférence des Nations Unies? Alors nous, on est présente aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que à cause du dérèglement climatique, malheureusement, il va y avoir de plus en plus de migration. Donc les personnes vont continuer à fuir et continuer à tenter les traversées de la Méditerranée ou d'autres endroits. Nous, on intervient qu'en Méditerranée centrale, mais on réfléchit à pouvoir peut-être aller ailleurs sur d'autres routes un jour. Donc pour cette raison, l'autre raison, c'est que cette conférence défend aussi la vie sous-marine, la vie humaine de manière générale dans les océans. Et donc nous, ce sont des vies humaines qui traversent la Méditerranée ou qui peuvent être amenées à traverser les océans. Et la troisième chose, c'est que nous, on espère avec cette conférence
que la Méditerranée sera reconnue comme un espace humanitaire, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Et dans les espaces humanitaires, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir porter secours aux personnes qui sont en détresse ou dans le besoin. Or, là, il n'y a aucun moyen mis en œuvre. Nous, on existe parce qu'en fait, il y a une défaillance des États. Il ne devrait pas y avoir d'associations citoyennes qui mènent cette mission. Normalement, c'est les États. En fait, la mer est répartie en plusieurs zones, et chaque État a la responsabilité d'une zone pour mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage. Sauf que les États ne le font pas et il y a une défaillance et un manque. Donc c'est pour ça que nous, on existe. Mais si un jour un espace humanitaire est reconnu, il y aura beaucoup plus de moyens mis en œuvre pour pouvoir sauver ces personnes qui tentent de la traverser. Bonjour, moi je m'appelle Colline Longeon-Martinetti, je suis également au lycée du Mont-Durville. Donc pour moi j'aurais une question longue mais avec un contexte. Donc nous venons de Toulon et même si nous étions jeunes, nous avons beaucoup entendu parler de votre association quand votre bateau l'Océan Viking est venu accoster à Toulon en novembre 2022 avec 230 migrants que vous aviez secourus. Donc leur situation nous avait beaucoup touchés et nous nous demandions comment nous, jeunes mineurs, pouvez-vous nous engager pour vous aider et que pouvons-nous nous faire face aux drames qui se jouent régulièrement en Méditerranée? Bonjour, merci pour votre question. Par rapport à ce débarquement à Toulon, je vais préciser juste que c'était la première fois qu'on débarquait en France. Normalement, on débarque toujours en Italie. Une fois, il y a quelques années, on avait dû débarquer en Espagne, mais parce que l'Italie nous avait fermé ses ports. Et les personnes, on avait tourné en mer pendant plus de 3 semaines. Il y avait des personnes qui étaient prêtes à se jeter du navire parce qu'ils étaient vraiment à bout. Et ça nous est arrivé une deuxième fois quand on a dû débarquer à Toulon parce que l'Italie avait à nouveau fermé ses ports et qu'on demandait à plusieurs États européens de nous donner un port de débarquement. Et la France avait fini par dire qu'on pouvait débarquer à Toulon. Mais ça reste, c'était les 2 cas exceptionnels, l'Espagne et Toulon. Et c'était vraiment très difficile pour les personnes rescapées à bord qui n'en pouvaient plus. Ce que vous pouvez faire à terre pour nous aider, c'est parler de l'association. Parce que c'est vraiment, en fait, on est une association citoyenne, comme je le disais, et c'est grâce à la mobilisation des citoyennes et des citoyens qu'on existe. Ça va faire 10 ans cette année qu'on existe. L'association a été fondée par 2 citoyens, indignés face au drame qui se jouait en Méditerranée centrale, parce qu'il y a des milliers de vies chaque année, des milliers de personnes qui meurent chaque année en tentant cette traversée. Par exemple, pour 2024, on a recensé 2000 personnes. Mais 2000 personnes, c'est peu parce que c'est seulement le nombre de corps qu'on a retrouvés, alors qu'il y a beaucoup plus de personnes, malheureusement, qui tentent la traversée. Donc nous aider, c'est parler de l'association. Après, vous pouvez être bénévole à n'importe quel âge dans notre association. On développe notamment beaucoup les groupes de jeunes. Avant, on avait des bénévoles un peu de tout âge, mais là, on essaye de repenser le bénévolat de la jeunesse parce que la jeunesse est amenée à être plus en mouvement par rapport à ses études, aux stages qu'elle va faire, à changer de région. Et même, on réfléchit aussi à des nouveaux événements faits par les jeunes et pour les jeunes. Donc, on a des jeunes qui vont tenir des stands sur des festivals de musique pour sensibiliser d'autres jeunes à nos actions de sensibilisation. On a des jeunes qui organisent des sensibilisations scolaires dans leur lycée ou dans leur collège, qui mettent en place des expositions d'SOS et qui vont parler d'SOS à travers l'exposition. Donc il y a tout type d'action de bénévolat que vous pouvez faire ou sans être bénévole. Comme je disais, c'est en parler autour de vous pour sensibiliser les personnes aux drames qui se jouent en Méditerranée centrale. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. J'aurais une dernière question. Est-ce que, en échangeant avec les migrants que vous aidez, vous évoquez avec eux les effets du dérèglement climatique et la dégradation des océans, notamment avec la surpêche, la baisse de la biodiversité et la pollution? Et est-ce que pour eux, ça peut être une cause de leur départ? Alors, nous, quand on échange avec les rescapés, donc on est vraiment en contact avec eux que lorsqu'ils sont à bord du navire. Parce qu'une fois qu'ils débarquent, on n'est plus en lien avec ces personnes-là. C'est d'autres associations qui prennent le relais. Nous, on a l'habitude de dire qu'on fait partie d'un maillon de la chaîne de solidarité. Et c'est d'autres structures compétentes qui vont prendre le relais de l'accueil des rescapés. Donc, on échange avec eux qu'une fois sur le navire. Et on n'échange pas de ce sujet-là parce que déjà, première raison, quand ils arrivent sur le navire, ils sont en état de choc. Et parfois, certains vont mettre 24 heures, 48 heures à faire un premier sourire, à parler. D'autres, ça va être beaucoup plus rapide. Et ceux qui vont échanger, c'est surtout sur l'enfer qu'ils viennent de vivre en Libye. Ils partent pour différentes raisons. Mais la majorité des raisons, on a peu de rescapés qui fuient leur pays pour des raisons climatiques. On en a beaucoup qui fuient pour des raisons politiques, parce qu'ils sont des opposants au régime, ou à cause de femmes qui vont être confrontées au mariage forcé ou à l'excision, ou d'hommes ou de femmes homosexuels, plein de raisons comme ça. On a peu de personnes qui fuient à cause du dérèglement climatique. Et en fait, il faut savoir que la majorité des personnes qu'on sauve n'avaient pas pour destination l'Europe au départ.
elles voulaient juste fuir leur pays. Sauf que pour fuir leur pays, elles sont obligées de passer de payer un passeur. Et il y a un tel réseau de trafic en Afrique que les passeurs, en fait, sont pas en partenariat, mais de mèche avec la Libye. Et donc les personnes vont payer un passeur pour changer de pays, mais pris dans le réseau de passeurs, elles vont se retrouver malgré elles en Libye. En Libye où il y a un énorme trafic d'êtres humains. Et ils se retrouvent en prison pendant des mois, parfois des années, où ils subissent, que ce soit des hommes, les femmes ou les enfants, tout type de violence. C'est une maltraitance, mais c'est vraiment extrême. On a des témoignages à bord. Les gens nous racontent en fait ils appellent ça vraiment l'enfer libyen. Et ils ont subi tout type de violence. Et du coup, la seule porte de sortie, c'est l'Europe. Alors qu'ils n'avaient pas forcément pour destination l'Europe. Mais ils ne peuvent pas faire marche arrière parce que marche arrière, c'est le désert. Et il y en a déjà beaucoup qui décèdent dans le désert parce qu'on va les laisser en plein milieu. Et donc, ils disent qu'ils sont prêts à prendre le risque de traverser la Méditerranée, que pour eux, c'est plus sûr la Méditerranée, alors qu'ils ont conscience qu'ils ont une chance sur 10 de survivre. Mais c'est plus sûr de tenter de traverser la Méditerranée que de rester en Libye. Donc voilà, donc j'ai pas trop répondu à votre question, mais parce qu'on n'a pas tant de personnes qui fuient à cause de dérèglements climatiques. Mais on va être amené malheureusement dans les prochaines années à faire face à de plus en plus de personnes qui fuiront pour ces causes-là, je pense. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Making waves.